Section 21 de La Bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. La Bête du Gévaudan par Élie Berthet. Chapitre 21. Le lycanthrope. Revenons maintenant à Fargeau, que nous avons laissé dans la partie la plus fourrée du bois. Il n'était pas allé loin, dans cette espèce de forêt vierge, sans être arrêté par des obstacles sérieux. Tantôt c'était un rocher qu'il fallait tourner, tantôt une cavité remplie d'eau de neige, tantôt un buisson d'épines, dont le feu seul aurait pu avoir raison. Fargeau, comme nous le savons, avait encore assez d'embonpoint pour que ces difficultés lui parussent doublement pénibles à surmonter. Cependant, il répétait de temps en temps ces hurlements qui devaient lui servir de moyen de reconnaissance avec le lycanthrope, et comme on ne cessait de lui répondre, il ne perdait pas courage. Un moment vint, pourtant, où il se trouva dans un mortel embarras. Il était arrivé au bord d'un rocher glissant, au-dessous duquel on entendait gronder un courant d'eau souterrain. Les taillis et les broussailles que Fargeau avait traversés s'étaient refermés derrière lui, si bien qu'il lui semblait également impossible d'avancer ou de reculer. Dans sa perplexité, le gros bonhomme poussa le hurlement accoutumé, mais cette fois, on ne lui répondit pas sur le même ton. Seulement, un ricanement moqueur, idiot, bizarre, se fit entendre à une courte distance. Fargeau regarda fort attentivement autour de lui sans rien voir, mais comme le ricanement reprenait avec un caractère plus marqué d'ironie et de joie méchante, il finit par distinguer, au pied même des buissons qui lui opposaient une barrière insurmontable, une tête barbue, hideuse, aux longues dents saillantes, dont l'œil rouge et perçant se fixait sur lui. Tout le reste du corps demeurait caché. Seule cette tête effrayante se montrait immobile à un demi-pied du sol, entre les ajoncs et les ronces. Peut-être Fargeau sentit-il en ce moment redoubler son malaise, mais il se garda bien de manifester cette impression. Au contraire, donnant à ses traits toute l'expression de sécurité et d'aménité dont ils étaient susceptibles, il dit doucereusement « Bonjour, loup. C'est un loup qui vient te voir. Ne m'aideras-tu pas à me tirer d'ici » Mais le lycanthrope continuait de ricaner, comme si le spectacle des embarras de son ancien ami eût été fort divertissant pour lui. Ah ah, est-ce ainsi que tu me reçois dit le pauvre Fargeau. Eh bien, écoute, loup, tu dois être affamé, comme toujours. J'ai là dans ma poche un gros morceau de pain que j'ai gardé pour toi. La tête barbue agita son inculte crinière, puis on répondit d'une voix à peine intelligible et avec une colère évidente. Les loups ne mangent pas de pain, mais la chair des moutons, et puis autre chose encore. Ceci fut dit de telle sorte que Fargeau ne put s'empêcher de frissonner. Allons, allons, ne te fâche pas, reprit-il. On a dans ton métier de loup des jours de jeûne, où l'on mange ce que l'on trouve, et vous devez jeûner souvent par ici. L'argument parut péremptoire au monomane. Il élargit de ses deux mains calleuses et velues le passage qu'il s'était fait dans les halliers. Allons, viens chez les loups, dit-il. Tu me donneras ton pain et nous causerons en amis. Il y en a un autre dont je ne suis pas content. Je te raconterai l'affaire, viens. Et il rentra dans le fourré. Fargeau se mit en devoir de le suivre. Se glissant à son tour dans la trouée faite par le lycanthrope, il chemina comme lui sur les pieds et sur les mains. Sans doute cette manière de marcher devait lui sembler très fatigante, mais elle était réellement la seule praticable dans ce taillis presque impénétrable. Malheureusement, les vêtements du garde n'avaient pas, en cette circonstance, la commodité du simple sarrau de toile à sac qui formait le costume de l'insensé. À chaque instant, Fargeau était arrêté par des branches basses, des souches épineuses, qui le saisissaient comme autant de crochets tenaces. La nécessité et un désir secret de vengeance lui donnaient seuls l'ardeur nécessaire pour surmonter ces obstacles. Cependant, il aurait eu peine à suivre l'homme loup, qui rampait ainsi avec une inconcevable facilité, si celui-ci n'eût fait halte de temps à autre, comme pour écouter. Il semblait que quelque chose d'insolite éveillât par intervalles la curiosité, sinon la défiance de Jeannot, et le pauvre garde profitait de ces moments pour respirer. Mais bientôt le maniaque, rassuré sans doute par la pensée qu'il était inattaquable dans ce dédale de rocs, de buissons et de précipices, faisait entendre son rire moqueur et continuait son chemin. Enfin, on sortit de la partie creuse du bois, et l'on gravit le penchant de la montagne. À mesure que l'on s'élevait, la forêt devenait moins touffue. Aussi, quoique Jeannot persistât à s'appuyer sur les mains, habitude contractée depuis longtemps, Fargeau profitait-il de l'occasion pour se redresser sur ses pieds et marcher de la manière accoutumée parmi les êtres humains.
Du reste, ses habits étaient en lambeaux, son haleine s'échappait en sifflant de sa poitrine, et de larges gouttes de sueur tombaient de son front sur la neige. On monta pendant quelques instants, et malgré la roideur de la pente, la route ne présentait plus de difficultés insurmontables. Fargeau devait bien encore s'attacher parfois aux touffes de fougères pour conserver l'équilibre, mais il n'était plus percé comme auparavant de 1000 pointes aiguës. On se trouvait maintenant tout près de la chute d'eau, et l'on était mouillé par le brouillard glacé qui s'en exhalait. Il semblait même par moments qu'on dût s'engager sous les torrents d'écume blanche qui s'élançaient tumultueusement du rocher, en laissant entre eux et lui un large espace vide, occupé par l'effrayante corniche que nous connaissons déjà. À l'endroit de la montagne où les arbustes commençaient à devenir clairsemés et rabougris, Jeannot, qui s'avançait le premier, s'arrêta enfin. Il se retourna pour attendre son compagnon, qui le rejoignit en soufflant. Alors, le maniaque, écartant quelques touffes de genêt, se glissa dans une cavité du rocher, à peu près invisible du dehors. Avant de se risquer dans ce lieu suspect, Fargeau jeta un regard rapide autour de lui. Aucun chasseur n'était en vue, et si une querelle survenait, il n'aurait, selon toute apparence, à compter que sur lui-même. Néanmoins, il ne s'effraya pas de cette éventualité et pénétra résolument dans la grotte. Cette espèce de souterrain naturel était très obscur, et une forte odeur sauvagine donnait à penser qu'il recevait habituellement d'autres hôtes que des créatures humaines. Bientôt, les yeux de Fargeau s'habituant à cette pénombre, il put examiner la demeure de son ami. Cette cavité, dont l'élévation n'excédait pas la taille d'un homme ordinaire, avait 8 ou 10 pieds de profondeur. Il y régnait une température assez douce, et sa clôture de feuillage n'y laissait pénétrer aucune humidité. On n'y voyait ni vêtements, ni ustensiles, ni provisions d'aucune espèce. Seulement, une couche épaisse de feuilles et de mousse formait un lit moelleux qui annonçait une prévoyance intelligente. Mais Fargeau n'eut pas le temps de faire de longues observations. Son compagnon s'était assis au fond de la grotte, et il disait avec une avidité sauvage « le pain, vite! Le loup va manger, le loup a faim !» Le garde tira de sa poche un gros morceau de pain, que Jeannot saisit de ses 2 mains sordides, et qu'il se mit à dévorer avec voracité. En quelques bouchées, tout fut fini, et l'appétit du lycanthrope semblait encore loin d'être satisfait. Fargeau lui dit doucement « Il me semble, loup, que tu as longtemps jeûné, et véritablement tu dois trouver maigre cher dans ce pays perdu. Je gagerais que tu n'avais rien mangé depuis 3 jours. » « C'est vrai, répliqua Jeannot en clignant ses gros yeux farouches. L'autre se conduit mal envers moi. Il ne m'apporte plus rien. Il va faire au loin de bons repas, et ne revient à moi que lorsqu'il a reçu quelque mauvais coup. Alors il faut le soigner. C'est un ingrat, un vilain ingrat. L'autre répéta Fargeau, qui comprenait pourtant fort bien. De qui parles-tu donc, Jeannot? En entendant son nom, le maniaque eut un accès de fureur. Ah! Ah! Reprit-il. Vas-tu donc aussi prétendre que je suis un homme et que je m'appelle Jeannot? Si je le croyais. Il se tut tout à coup, son regard devint fixe. On eût dit que la présence de son ancien maître éveillait dans son intelligence de vagues et lointains souvenirs. Par moments, en effet, reprit-il d'un air pensif, il me semble que j'ai bien pu être un homme autrefois et m'appeler Jeannot. Du moins, je vivais parmi les hommes, et je mangeais du pain, et je couchais dans des maisons. Mais j'ai rêvé tout cela, peut-être. Fargeau vit dans ces paroles un commencement de retour à la raison, et il voulut profiter de cet intervalle de lucidité pour obtenir les renseignements qu'il était venu chercher. Certainement, tu as été un homme, dit-il d'un ton affirmatif. Ne te souviens-tu pas d'avoir été mon valet à la ferme de Varinas? As-tu donc oublié et ma femme Marguerite, la nourrice du petit vicomte, et ma fille Marion, et ton camarade Simon Granget, avec qui tu te battais si souvent parce qu'il perdait ses moutons et qu'il t'accusait de les lui avoir volés? Chacun de ces noms produisait une vive impression sur l'homme loup. Sa figure bestiale trahissait de la réflexion. Encouragé par ce succès, Fargeau poursuivit. Tiens, il est encore une circonstance qui ne peut être sortie de ta mémoire. Te souviens-tu du soir où disparut ce pauvre petit enfant, le comte de Varinas? On a toujours cru qu'il avait péri par accident, mais tu savais, tu avais vu. Ce n'est ni moi ni l'autre qui avons dévoré l'enfant, dit Jeannot comme entraîné par ses souvenirs. Les loups n'étaient pas là, il n'y avait pas encore de loups. Mais je rencontrai sur le soir le moine qui montait au château avec un autre homme. C'est le moine qui prit le petit, j'en suis sûr. Ah, voilà un aveu qui ne manque pas d'importance, s'écria Fargeau, oubliant toute réserve. Eh bien, Jeannot, consens à répéter devant des personnes, qui ne sont pas bien éloignées d'ici, ce que tu viens de dire à propos du moine,
et en récompense tu seras bien traité. Tu auras à discrétion du pain et de la viande. Tu ne souffriras plus ni de la faim ni du froid. Tu auras une maison et des habits. Il s'arrêta en s'apercevant qu'il s'était trop hâté de compter sur l'intelligence du lycanthrope. Celui-ci, un moment tenté par ces promesses séduisantes, avait repris tout à coup son air sauvage. Je ne suis pas un homme, dit-il en fureur. Je suis un loup. Regarde mes griffes, regarde mes dents. Faudra-t-il donc que je te déchire et que je te dévore pour te prouver que je suis un loup? En même temps, il allongeait ses mains armées d'ongles acérés, dignes d'une bête féroce. Il faisait claquer les dents longues et pointues, auxquelles il devait son surnom. Fargeau tâta sous ses vêtements la crosse de ses pistolets, afin d'être prêt au besoin. Cependant, il répondit en dissimulant sa frayeur. Eh bien, qui te dit le contraire? On le voit bien que tu es un loup, et des plus redoutables encore. Ne serait-ce pas toi qu'on appelle la bête du Gévaudan, et qui fait trembler tout le pays? Cette bizarre flatterie parut chatouiller délicieusement la manie de Jeannot. Non, non, répliqua-t-il d'un ton de fausse modestie, en balançant sa grosse tête sur son col écailleux. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Et pourtant, où en serait-il, je te le demande, s'il ne m'avait pas? Qui lui ouvrirait les portes pour entrer dans les maisons? Comment éviterait-il les pièges qu'on lui tend de toutes parts? Qui lui trouverait des ruses pour se cacher dans les grandes battues? Qui penserait ses blessures quand il s'est laissé surprendre par les chasseurs? Il est si obstiné, si imprudent. Sans moi, il serait mort 20 fois. Et pourtant, si tu savais comme il en agit mal à mon égard, nous nous querellons sans cesse. Il ne songe qu'à lui. C'est un ingrat, te dis-je. Et pourtant je l'ai nourri, je l'ai élevé. Je pourrais presque dire que je suis son père. Eh, puisqu'il est si méchant, pourquoi ne le quittes-tu pas? Je ne le puis, répliqua le lycanthrope d'un ton de mélancolie assez étrange en pareil cas. C'est plus fort que moi. Il y a si longtemps que nous sommes amis. Autrefois j'avais des parents parmi les hommes. Il me semble même que j'en ai récemment rencontré dans ce pays. Mais je déteste tant les hommes. Alors, comme il faut toujours aimer quelqu'un, tu sais, je me suis attaché à lui. Aussi, n'est-il pas honteux qu'il se conduise si mal? Par exemple, il est sorti en ce moment, mais il ne tardera pas à rentrer, car tout à l'heure j'ai entendu sur la lisière du bois quelques-uns de ces chasseurs qui nous guettent sans cesse. Eh bien, tu vas voir qu'il ne me rapportera pas un quartier de mouton, un lièvre, un lapin, comme ferait un autre. En revanche, il sera de la plus méchante humeur parce qu'il aura reçu un coup de fusil, ou bien une dentée de chien, ou même une lardée de couteau de chasse. Avec cela, il n'est pas remis de sa blessure de l'autre jour. Il va donc falloir le panser, lui extraire les plombs, au risque de recevoir des morsures, car vois-tu, souvent il ne me ménage pas plus qu'un autre. En exprimant ses plaintes d'un ton d'affection méconnue, le sombre maniaque avait les yeux pleins de larmes. Cette incroyable aberration des sentiments humains ne parut pas toucher Fargeau, qui reprit en simulant l'indifférence. Ah ça, Loup, mon ami, tu parles de moutons, de lièvres et de lapins. Est-ce donc seulement de ces choses-là que vous vous régalez ici? Jeannot sourit d'un air de mystère. Faut pas le dire, répondit-il à voix basse. Tous les chasseurs couraient sur moi comme ils courent sur lui, au lieu que les imbéciles me prennent pour un homme et me laissent tranquille quand ils me rencontrent dans les battues. N'est-ce pas bien amusant qu'ils me prennent pour un homme? Oui, oui, poursuivit-il confidentiellement. Nous faisons souvent ripaille de ces maudites gens, mais faut pas le dire, c'est un secret. Et ce n'est pas vous, demanda Fargeau tout frémissant, qui avez dévoré dans les bois de Mercoire ma fille, ma pauvre Marion? Non, ce n'est pas moi, vrai, répliqua l'insensé. Ça, c'est encore un tour de l'autre. Moi j'en voulais seulement à la demoiselle qui est si méchante, qui a toujours un fusil. C'est pour rire que je lui avais promis ta petite. Mais il ne plaisante pas, lui. Il a pris la chose au sérieux, et cette fois encore je ne me suis pas trouvé le plus fort. Il fallait lui arracher la langue, lui crever les yeux, appeler au secours. Bon, si j'étais un homme. Mais nous autres loups, nous n'agissons pas ainsi, tu le sais bien. Il fallait du moins m'éveiller, s'écria Fargeau avec énergie, en bannissant toute prudence. Il fallait m'avertir, moi, misérable père, qui étais là, ivre et endormi, pendant que cette bête infernale me dévorait ma fille. Mais je la vengerai, cette pauvre enfant innocente, que j'ai rendue si malheureuse pendant sa vie. Oui, je ne sortirai pas d'ici qu'elle ne soit vengée. Mais appelle-le donc, ce monstre exécrable qui m'a pris ma chère Marion. Où est-il? Je l'attends. Pourquoi ne vient-il pas? Le lycanthrope ne comprenait peut-être pas nettement ces paroles, mais un nuage de soupçons commençait à s'étendre sur ses traits hébétés. Fargeau ne s'en inquiétait plus et s'était levé d'un air de défi.
Tout à coup, comme si le ciel eût voulu exaucer son ardent désir, un léger frôlement se fit dans les arbustes qui fermaient l'entrée de la grotte. Un animal énorme se glissait furtivement à travers le feuillage, mais il s'arrêta dès les premiers pas et se mit à grogner comme si quelque objet nouveau eût éveillé sa défiance et sa colère. Sa puissante silhouette se détachait sur l'ouverture lumineuse de la caverne, et ses yeux brillaient comme deux trous de fournaise. La surexcitation de Fargeau tomba subitement. Il demeura immobile et muet. Au contraire, le fou parut oublier tout le reste, et se traînant sur les genoux et sur les mains vers la bête, il dit d'un ton de bonne humeur. Eh bien, coureur, d'où viens-tu donc? Aurais-tu par hasard attrapé encore quelque orillon? Te voilà pourtant gaillard et dispos comme s'il n'y avait plus de chasseurs au monde. Je gage que tu te seras couché dans la neige pour tenir fraîche ta dernière blessure. C'est étonnant comme la neige te fait du bien. Mais qu'as-tu donc à gronder et à hérisser ton poil? Celui que tu vois là est un ami, c'est un loup comme nous. Allons, entre, te dis-je, et ne crains rien. Malgré cette invitation, la bête féroce n'avançait pas, et ses yeux de flamme semblaient éclairer l'intérieur de la grotte. Cependant, Fargeau revenait peu à peu de son saisissement, la colère et le besoin de vengeance dominèrent bientôt sa première frayeur, il arma d'un pistolet chacune de ses mains. Jeannot, bégaya-t-il, est-ce là le monstre qui... Est-ce bien la bête du Gévaudan? Et sans attendre la réponse, il visa l'animal sanguinaire. Mais Jeannot, surmontant l'effroi que la vue des armes à feu lui causait d'habitude, se jeta sur le garde à corps perdu. Quand le pistolet partit, la balle alla se loger dans les parois de la grotte. La bête parut plus irritée qu'alarmée du bruit de l'explosion. Son grondement sourd devint un hurlement formidable. Et elle courut en avant, soit pour protéger son compagnon, soit pour venger sa propre injure. Le maniaque se cramponnait toujours à Fargeau et l'empêchait de faire usage du second pistolet. À moi, loup s'écriait-il de sa voix rauque. Nous sommes trahis. Ce n'est pas un loup, c'est un homme, c'est un chasseur. Il faut le déchirer, le mettre en pièces. Il est à nous. La caverne était pleine de fumée, et l'on n'y voyait plus. Il y eut une lutte affreuse dans les ténèbres. Fargeau sentait comme des pointes d'acier s'enfoncer dans sa chair. Était-ce la bête? Était-ce Jeannot qui le dévorait ainsi tout vivant? Il ne savait, mais il résistait de toute sa force. Et comme il était robuste, on n'avait pu le renverser. Il se dirigeait vers l'entrée de la grotte, malgré les efforts de ses ennemis, et s'écriait À mon secours! À moi, les chasseurs! Voici la bête! Voici Jeannot! Ils sont là! Venez à mon secours! Cependant, il était douteux que Fargeau, couvert de morsures et perdant son sang par mille plaies, pût sortir ainsi chargé du poids de ses adversaires. L'instinct de la conservation, le besoin de vengeance, lui suggérèrent un expédient dans ce moment terrible. Il avait encore un pistolet, mais la main qui tenait cette arme était vigoureusement contenue. Son doigt néanmoins pressa la détente et le coup partit. La balle, comme la première, n'atteignit personne, mais la flamme de la poudre avait grillé les poils du loup, qui lâcha prise un moment. Fargeau sentit une de ses jambes subitement dégagée comme de la pression d'un étau. Il en profita pour se débarrasser aussi du lycanthrope, que ses longs jeûnes et son genre de vie rendaient seul assez peu redoutable, et il s'élança dehors en continuant de crier. Mais quoiqu'il revît la lumière du ciel, tout danger n'était pas passé pour lui. Il se trouvait sur une plate-forme de quelques pas d'étendue qui précédait la grotte. Au-dessous de lui s'enfonçait le bois épineux, inextricable, où ses ennemis ne pouvaient manquer de l'atteindre bientôt. Au-dessus s'élevait le roc nu, perpendiculaire, inaccessible. Cependant, la circonstance ne permettait pas de longues réflexions. L'homme et le loup accouraient afin de recommencer la lutte. Alors Fargeau remarqua le rebord de rocher qui s'engageait sous la cascade. En tout autre moment, il eût reculé devant les difficultés de cette unique voie de salut, mais la nécessité le pressait, et il prit en chancelant le chemin de la corniche. À peine eut-il fait quelques pas qu'il aperçut Léonce qui venait à lui, suivi du chien de Godard. Au secours! Au secours! S'écria le malheureux garde dont la force s'épuisait et qui s'affaissa sur la roche humide. Mais le secours devait arriver trop tard. Fargeau demeurait comme anéanti au bord du précipice, quand il sentit un corps lourd se jeter sur lui. C'était Jeannot qui l'avait rejoint et l'étreignait avec une rage nouvelle. Derrière lui, la bête du Gévaudan montrait sa large tête hérissée. Une pensée de désespoir ranima le garde. Au lieu de repousser le lycanthrope, qui le mordait avec fureur, il l'entoura de l'un de ses bras, tandis que de l'autre main il cherchait à saisir la bête féroce. Il parvint en effet à s'emparer de la jambe du monstre, et aussitôt il se mit à se tordre convulsivement pour entraîner ses deux ennemis vers le gouffre. Ah, dit-il d'une voix entrecoupée, nous allons périr tous ensemble, et ma fille sera vengée.
Mais les autres avaient compris son dessein. Ils se roidissaient sur l'étroite saillie qui servait de théâtre au combat. Un effort puissant du loup et un coup de dent qui brisa la main du pauvre Fargeau dégagea la bête. En revanche, le garde enlaça plus étroitement Jeannot. Celui-ci essayait en vain de se cramponner au rocher, dont ses ongles robustes déchiraient la surface humide. Tout à coup, le sol vint à manquer sous eux. Ils restèrent pendant quelques secondes attachés l'un à l'autre, suspendus au-dessus de l'abîme, mais bientôt le lycanthrope faiblit et lâcha prise brusquement. Tous les deux tombèrent dans le précipice et disparurent au milieu de l'écume turbulente de la cascade. Ces événements, la lutte et la catastrophe, s'étaient passés en moins de temps qu'il n'en faut pour les raconter. En ce moment, Léonce arrivait, escorté du fidèle Castor, dont la marche sur cette pente perfide était beaucoup plus prudente. Léonce avait bien entrevu, de l'autre côté du torrent, ces deux hommes qui se ruaient l'un sur l'autre avec acharnement. Mais tout occupé du soin de sa sûreté, il n'avait pu les reconnaître. Quand il atteignit la place où ils se trouvaient un peu auparavant, il ne s'étonna pas de ne plus les apercevoir. Il crut qu'ils étaient cachés par un accident de terrain ou par quelque touffe d'arbustes, et qu'ils allaient reparaître. D'ailleurs, un fait important absorba toute son attention. À quelques pas de lui seulement, un loup de taille colossale était penché sur l'abîme, dont il regardait le fond en poussant des hurlements plaintifs. On comprendra facilement que Léonce manquât un peu de présence d'esprit. Il hésitait à reconnaître dans cet animal, qui se présentait inopinément à sa vue, cette terrible bête du Gévaudan, dont la mort devait être si magnifiquement récompensée. Peut-être aussi l'émotion inévitable de tout chasseur novice contribuait-elle à son inaction. Cependant, il ne tarda pas à recouvrer son sang-froid. C'est elle, pensa-t-il, c'est bien elle. Et il épaula la carabine pour tirer. Mais déjà la bête, dont une circonstance extraordinaire avait endormi la vigilance, venait de prendre l'alarme. Elle tourna la tête et darda sur Léonce immobile ce regard fascinateur dont si peu de personnes pouvaient soutenir l'éclat. Puis, cessant de hurler, elle prit sa course et descendit la pente herbeuse qui conduisait au bois, où elle devait trouver une retraite assurée. Léonce la tenait toujours en joue. Malheureusement, elle se dérobait derrière les fougères et les plis du sol, avec une habileté qu'elle devait sans doute à une longue expérience. Le chasseur ne pouvait donc la tirer avec espoir de succès, et elle se trouvait à une assez grande distance, sur la lisière même du fourré, quand il lâcha la détente. La balle traça un sillon sur le cuir impénétrable de l'animal, des touffes de poils voltigèrent en l'air, le loup gronda et lança encore un regard foudroyant au jeune chasseur. Toutefois, après un temps d'arrêt imperceptible, il entra dans le taillis et disparut. Castor avait vu la bête et la poursuivait avec ardeur. Arlou, Arlou criait Léonce, palpitant d'émotion. Je l'ai touché, j'en suis sûr. Vous l'avez touché, mais vous ne l'avez pas tué, répliqua d'un ton moqueur le baron de la Roche-Boisseau, qui arrivait à son tour. La balle a seulement épousseté son épaisse fourrure. Cependant, vu la distance et la difficulté du tir, on peut dire que le coup est parfait. Morbleu, comme vous y allez, jeune homme. Quelle intrépidité, quelle ardeur, quel coup d'œil, et aussi quel jarret d'acier. Vous sautez comme un chamois au milieu des rochers et des précipices. Si l'amour-propre ne s'en était pas mêlé, Dieu me damne, moi-même je n'aurais pas osé vous suivre. Mais Léonce n'écoutait pas ces félicitations ironiques. Je l'ai touchée, répétait-il dans son agitation extrême. Blessée comme elle est, elle ne pourra résister à Castor. Je vais descendre dans le bois pour soutenir mon chien, et peut-être... Descendre dans le bois, répliqua le baron en haussant les épaules. Et comment vous défendrez-vous si la bête vient à vous charger? Quant à votre chien, il est fort et hardi, j'en conviens, mais vous allez voir tout à l'heure ce qui lui arrivera. N'importe, je veux entrer dans le fourré. À votre aise, monsieur, dit le baron avec insouciance. Mais croyez-moi, ne vous engagez pas là-dedans sans avoir rechargé votre carabine. Cette fois, Léonce comprit que la Roche-Boisseau avait raison, et malgré son impatience, il se mit en devoir de recharger son arme. Pendant qu'il procédait précipitamment à cette opération, un hurlement de douleur se fit entendre dans le bois. Au même instant, Castor fut lancé d'un violent coup de tête par-dessus les buissons. Quand je vous le disais, reprit le baron en riant, votre chien vient de recevoir son congé. La bête ne s'inquiète guère de pareils ennemis, si chers qu'ils puissent coûter à leur maître. Aussi le pauvre dogue vous arrive-t-il clopin-clopant en fort piteux équipage. Et maintenant que notre vaillant loup s'est débarrassé de son adversaire, il ne tardera pas à déguerpir et à prendre un grand parti, sinon il démentirait sa vieille réputation de prudence. À peine achevait-il ces mots que le loup, comme s'il eût voulu confirmer toutes les prévisions du chasseur expérimenté, sortit du bois par le côté opposé du vallon et gagna prestement une gorge voisine. Eh bien, douterez-vous encore dit la Roche-Boisseau à Léonce consterné.
Notre gaillard a pris son pas de route, et il détale très franchement, quoique vous lui ayez un peu gâté son manteau de fourrure. Allons, monsieur Léonce, c'est parti manqué. Mais vraiment, je vous crois à présent fort capable de prendre votre revanche. Tudieu, comme vous chassez le loup pour un élève pacifique de l'abbaye de Frontenac. Léonce, désespéré, se frappait le front. Il fuit, dit-il avec une sorte de colère contre lui-même. Et pensez que je l'avais là, devant moi, que j'aurais pu. Mais je vais me mettre à sa poursuite, continua-t-il avec agitation. Je le suivrai à la trace, qui doit être très visible sur la neige. En ce cas-là, vous le suivrez seul, car votre pauvre chien ne sera pas de sitôt en état de vous accompagner, dit le baron. Tenez, monsieur Léonce, croyez-moi, ne vous pressez pas de vous mettre aux trousses de cette vigoureuse bête. Si j'en juge par ses allures, elle ne s'arrêtera pas qu'elle ne soit à 20 ou 30 lieues d'ici. D'ailleurs, continua-t-il, l'humanité vous impose le devoir de ne pas nous quitter de sitôt. Voici là-bas ce pauvre Legris que l'on est en train de retirer du précipice, et j'aime à penser que grâce aux branchages sur lesquels il est tombé, il n'a ni côtes enfoncées, ni membres rompus. Mais ce ne sont pas là, je le crains, monsieur Léonce, tous les malheurs que nous ayons à déplorer. En approchant d'ici, vous avez dû voir 2 hommes qui luttaient à la place où nous nous trouvons. Ne soupçonnez-vous pas ce qu'ils peuvent être devenus? Léonce, absorbé jusqu'à ce moment par les émotions de la chasse, parut sortir d'un songe. En effet, dit-il en tressaillant, ils étaient là tout à l'heure, et je ne puis comprendre. Connaissez-vous ces hommes, monsieur le baron? Selon toute apparence, l'un était Fargeau, l'ancien garde général de Mercoire, et l'autre ce malheureux insensé, Jeannot Grandedent. J'ai le plus grand intérêt à savoir ce qui leur est arrivé. Eh bien, cherchons-les au plus vite. Véritablement, cette disparition subite ne saurait s'expliquer, à moins d'un malheur. On appela quelques montagnards qui se décidèrent à venir par le périlleux chemin de la corniche. Alors commença un examen minutieux. On visita la grotte, où étaient encore les pistolets déchargés. On suivit les traces de sang laissées par Fargeau jusqu'à l'endroit où avait eu lieu la lutte finale. Là, le baron, avec la sagacité d'un veneur habile, étudia le terrain et n'eut pas de peine à reconnaître d'une manière précise ce qui était arrivé. Mais en vain sondait-on du regard le fond du gouffre. On ne voyait que des rochers noirs et de l'écume. Quels que soient ces hommes, dit Léonce chaleureusement, nous ne devons rien négliger pour les sauver s'ils n'ont pas péri, ou tout au moins pour retrouver leur corps et leur donner une sépulture chrétienne. Je renonce donc pour le moment à poursuivre la bête du Gévaudan. Plus tard je retrouverai ses traces. En attendant, monsieur le baron, disposez de moi et de mes gens. La Roche-Boisseau accepta d'un air de cordialité ces offres généreuses, quoique son sourire moqueur trahît une arrière-pensée. Peu d'instants après, la troupe se dispersait pour descendre dans l'abîme par des chemins différents. Quant à Legris, les montagnards l'avaient déjà retiré du précipice, et sauf de nombreuses contusions qui devaient l'obliger à garder le lit pendant plusieurs jours, sa chute ne semblait pas devoir entraîner de résultats fâcheux. Fin de la section 21. Section 22 de la bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La bête du Gévaudan par Élie Berthet. Chapitre 22. Les confidences. Vers la fin de cette même journée, le baron et Léonce, avec les chasseurs et les montagnards de leur suite, revenaient, épuisés de fatigue, à la ferme de la Motte Rouge. Leurs actives et périlleuses recherches avaient été inutiles. On avait en vain fouillé, en courant les plus grands risques, les cavités et les buissons au pied de la cascade. Les corps de Fargeau et du lycanthrope ne s'étaient pas retrouvés. Cependant, on ne doutait plus que ces 2 malheureux n'eussent péri. Et en effet, plusieurs mois après ces événements, un pâtre découvrit dans le torrent, fort loin au-dessous de la chute d'eau, 2 squelettes hideux et comme broyés par le choc des rochers, mais encore si étroitement attachés l'un à l'autre qu'on eut de la peine à les séparer. La nuit était proche. La neige tombait à flocons épais, sans être accompagnée toutefois de vent et de tempête. Cette circonstance rendait impossible l'exécution du projet que Léonce avait conçu de se remettre immédiatement à la poursuite du loup. La neige nouvelle devait recouvrir partout la trace. D'ailleurs, la nuit approchait,
et le jeune homme, quelle que fût sa vigueur et son courage, ne s'était pas ménagé pendant cette journée si pleine d'événements. Aussi sa fatigue était-elle extrême, et il avait peine à gagner la ferme de la Motte Rouge, où il devait retrouver une partie de ses gens. Léonce et le baron marchaient côte à côte, un peu en arrière du gros de la troupe. Une politesse empressée, sinon cordiale, n'avait cessé de régner entre eux, malgré leur rivalité latente. Le neveu du prieur, par calcul et par caractère, ne voulait pas se laisser vaincre dans cet assaut de courtoisie, et il prenait soin qu'aucune allusion au passé ne pût offenser le compagnon que la nécessité lui imposait. Cependant, peut-être en secret, était-il impatient de le quitter et de recouvrer sa liberté d'action. La Rocheboisseau, après lui avoir adressé de longs compliments, toujours un peu ironiques, sur son énergie, sur son adresse, sur le zèle qu'il avait déployé à la recherche du garde et de Jeannot, était devenu soucieux. Léonce, à son tour, lui dit avec civilité: « Vous paraissez chagrin, monsieur le baron. J'espère pourtant que l'état de votre ami n'a rien d'alarmant, et qu'on va nous en donner à la métairie des nouvelles satisfaisantes. » « Mon ami, dit la Rocheboisseau avec dédain, le gris n'est pas mon ami, c'est le fils d'un de mes hommes d'affaires, et en cette qualité, j'ai bien voulu le pousser un peu dans le monde. Ses contusions ne présentent aucune gravité. Du repos et quelques tasses de vulnéraire le remettront sur pied. Mais je pensais, monsieur Léonce, que vous saviez combien il m'importait de retrouver sains et saufs ces deux pauvres diables qui semblent s'être évanouis en fumée. L'un d'eux, si je ne me trompe, après avoir été longtemps au service de mademoiselle de Barjac, avait passé au vôtre. Quant à l'autre, on en parle comme d'un maniaque dangereux. « En est-il ainsi, monsieur ?» demanda le baron en le regardant fixement. « Quoi ? Vous ignorez quel puissant intérêt je dois prendre, quel intérêt vous devez prendre vous-même au sort de ces deux hommes. Moi, monsieur, encore une fois, je ne les connaissais pas, et l'humanité seule. Quand vous vous montriez si ardent tout à l'heure à rechercher ces malheureux, qui pouvaient n'être que blessés, j'attribuais votre zèle à des sentiments d'une autre nature, par exemple, au désir de voir enfin briller la vérité sur une affaire qui vous touche ainsi que moi, quoique à des titres différents. Sur mon âme, monsieur, je ne vous comprends pas. Il me semble pourtant impossible que vous, l'élève des pères de Frontenac et le neveu de leur prieur, vous n'ayez aucune connaissance du procès criminel que je soutiens contre l'abbaye et contre votre oncle personnellement, au sujet de la disparition du jeune vicomte de Varinas, mon parent. Or, l'ancien garde général de Mercoire et Jeannot étaient les seuls témoins que je pusse produire à l'appui des faits avancés par moi, et leur mort va peut-être entraîner la ruine de mes prétentions. Cet événement est donc des plus heureux pour vos amis, monsieur Léonce, et vous pourrez les en féliciter. Le pauvre Léonce essayait en vain de s'expliquer ces demi-confidences, perfidement calculées peut-être, dans le but de le tourmenter. Ce sont là, monsieur, reprit-il, de véritables énigmes pour moi. J'ai bien entendu parler des anciens droits de votre famille sur les domaines de Varinas, mais ces droits sont éteints depuis longtemps par des sentences de justice, et l'on ne saurait les faire revivre aujourd'hui. La Rocheboisseau prit un air grave. Vous pouvez avoir, dit-il, des motifs fort honorables pour feindre d'ignorer ce qui est maintenant de notoriété publique, et ces motifs, il ne m'appartient pas de les rechercher. Cependant, monsieur Léonce, vous avouerez bien que vous connaissez l'arrivée de monseigneur l'évêque d'Alep, commissaire royal, à l'abbaye de Frontenac, l'interdiction lancée sur tout le couvent, et enfin la reclusion forcée dans sa cellule d'une personne qui vous touche de près.
Cette fois, Léonce entrevit vaguement la terrible vérité. « Attendez, dit-il avec agitation, je me souviens en effet que le jour où je quittai l'abbaye, un supérieur ecclésiastique venait d'y arriver. Puis, la contenance morne des pères, l'inquiétude évidente de mon oncle, et surtout son empressement de me voir partir. Oh, de grâce, monsieur le baron, poursuivit-il d'un ton suppliant, ne me cachez rien. Quels motifs ont pu décider l'évêque à traiter si rigoureusement les bons pères, et surtout mon oncle bien-aimé, car c'est de lui sans doute que vous avez voulu parler. J'en ai peut-être déjà trop dit, répondit la Rocheboisseau, en soupirant avec hypocrisie. Je ne voudrais pas vous affliger, monsieur Léonce, car vous êtes décidément un brave jeune homme, et je ne vous confonds pas, dans ma haine légitime, avec tous ces moines intrigants. Laissons donc ce sujet, je vous prie. Il ne pourrait être que pénible pour tous deux. Aussi bien, continua-t-il avec un chagrin réel cette fois, la mort de mes deux témoins va probablement changer la face des choses. L'accusation, n'étant pas suffisamment prouvée, tombera d'elle-même, et l'on m'accusera peut-être, à mon tour, d'imposture et de calomnie. Mordieu, nous verrons bien. Monsieur le baron, reprit Léonce avec une angoisse croissante, je ne suis ni votre juge, ni le juge de personne, mais je vous conjure de me mettre au courant des faits qui ont pu se passer à Frontenac depuis mon départ. Allons, j'eusse désiré que tout autre de préférence à moi vous eût donné ces détails, répliqua la Rocheboisseau, d'un ton de répugnance parfaitement joué. Mais, si je vous offense, vous vous souviendrez que vous m'avez forcé à ces révélations. Apprenez donc que les moines de Frontenac sont accusés d'avoir assassiné ou fait assassiner mon jeune parent, le vicomte de Varinas, pour s'emparer de son riche héritage. Léonce fut terrifié de la gravité du cas. Cependant il balbutia. Une pareille accusation est si peu croyable, si absurde. Libre à vous de penser ainsi. Cependant, elle est appuyée sur des preuves nombreuses, et sans doute elle n'a pas paru absurde à tout le monde, puisque le roi a jugé convenable d'envoyer un prélat éminent pour commencer une enquête à l'abbaye, puisque le commissaire royal, après information, a mis le couvent en interdit et condamné le prieur à une reclusion sévère. Mon oncle, demanda Léonce d'une voix étouffée, est-il donc vraiment impliqué dans cette affaire? Je voudrais inutilement vous le cacher, mon cher enfant. Le prieur de Frontenac est compromis de la manière la plus forte. Il paraît être le principal auteur de la mort du jeune vicomte de Varinas. Et comment en douter quand Jeannot, l'une des deux personnes qui viennent de périr, a rencontré le père Bonaventure, déguisé, près du château de Varinas, peu d'instants avant la fin tragique du pauvre petit enfant. Cela est faux, monsieur, cela est faux, certainement, s'écria Léonce en pâlissant, mais avec une extrême énergie. Le bon, le sage, le généreux prieur se rendre coupable d'un tel crime? Cela est insensé, vous dis-je. Votre haine contre tous les pères de Frontenac, et en particulier contre mon vénérable oncle, a dû vous aveugler complètement pour vous faire ajouter foi à ces infamies. Cette chaleureuse protestation ne pouvait manquer d'éveiller la colère de la Rocheboisseau, mais il se contint et répliqua d'un ton d'indulgence. Je ne me fâcherai pas pour certains mots peu mesurés qui viennent de vous échapper, monsieur Léonce. Il est tout naturel que vous défendiez un proche parent qui vous a nourri et élevé, fût-il coupable aux yeux du monde entier. Du reste, bientôt peut-être allez-vous avoir beau jeu, ainsi que je vous le disais, l'impuissance où je me trouve de produire deux témoins importants changera la face de l'affaire, et les pères, qui ne manquent ni d'habileté ni de crédit, se tireront de là blancs comme neige.
bien que je ne me donne pas encore pour battu. Ces dernières paroles étaient prononcées d'un ton menaçant, car la Roche-Boisseau, tout en poursuivant sa cruelle pensée de torturer le neveu du prieur, ne pouvait s'empêcher de laisser voir quelques-unes de ses impressions véritables. Du reste, il n'avait que trop bien réussi dans son projet secret. Le malheureux Léonce était anéanti par ces atroces révélations. Néanmoins, il releva la tête tout à coup. « Monsieur le baron, reprit-il avec véhémence, je persiste à croire et à dire que cette accusation est fausse, mensongère, calomnieuse. Et quand la justice aura prononcé sur elle, j'espère à mon tour en demandant compte au calomniateur. » Et il se mit à courir, comme un homme ivre, pour rejoindre le groupe qui les précédait, tandis que la Roche-Boisseau souriait d'un air de vengeance satisfaite. Cependant on approchait de la métairie, dont les bâtiments apparaissaient de loin dans la brume du soir. Dès que les chasseurs furent en vue, un homme sortit de l'habitation et accourut au-devant d'eux. C'était Labranche, le domestique de confiance de la Roche-Boisseau. Il s'approcha de son maître et lui dit avec empressement: « Des lettres viennent d'arriver pour vous, monsieur le baron. Elles ont été apportées par le valet d'écurie de madame Richard à Langogne. Ce pauvre garçon nous suit à la piste depuis 2 jours, et il a eu grand-peine à nous découvrir. Sachant combien vous êtes impatient d'avoir des nouvelles, je me suis empressé. Fort bien, Labranche, ton attention te vaudra un bon louis d'or, la première fois que je me trouverai en fonds. Mais où sont donc ces lettres? Le messager veut vous les remettre en main propre. L'une vient de Florac, l'autre de Mercoire. De Mercoire? Répéta la Roche-Boisseau avec étonnement. Qui diable peut m'écrire de là? Quant à l'autre lettre, elle est sans doute de Legris père, mon procureur, et elle doit contenir des choses importantes. Voyons cela bien vite. Il doubla le pas et se retrouva bientôt côte à côte avec Léonce, qui marchait, sombre et désolé, la tête baissée, aux yeux humides de larmes. Il l'aborda en affectant une vive sympathie pour ses chagrins. Le jeune homme se détourna par un brusque mouvement. « Vous m'en voulez, monsieur Léonce, reprit le baron d'un ton de reproche amical, et cependant, je ne vous ai pas donné à vos sujets de m'en vouloir. Écoutez, tout à l'heure, vous avez révoqué en doute certains faits que je vous ai rapportés, et je tiens à vous prouver leur parfaite exactitude. On m'annonce que des lettres viennent d'arriver pour moi, de Florac et de Mercoire. Consentez à vous arrêter un moment à cette métairie, et je vous communiquerai la portion de ma correspondance, qui peut avoir rapport aux événements dont il s'agit. Ou je me trompe fort, ou vous y trouverez la preuve, que je n'ai rien avancé que de vrai. » Léonce ne manquait pas de motifs pour suspecter l'affection subite et la confiance absolue que lui témoignait la Roche-Boisseau. Cependant, il éprouvait un ardent désir de connaître les nouvelles qui venaient d'arriver. La lettre de Mercoire surtout excitait vivement sa curiosité, car elle devait sûrement parler de Christine de Barjac, dont il était séparé depuis longtemps. Aussi, après une courte hésitation, répondit-il d'une voix étouffée: « Soit, monsieur le baron, je recevrai les communications qu'il vous plaira de me faire. Et cependant Dieu m'est témoin que je donnerai ma vie avec joie pour acquérir la certitude que vous m'avez trompé. » Ils atteignirent la métairie. Martin et les autres montagnards refusèrent d'entrer chez Féréol, devenu leur ennemi. Ils préférèrent attendre Léonce devant la porte, exposé au froid du soir et les pieds dans la neige. Féréol, de son côté, ne les invita pas à venir se reposer auprès de son foyer, et il jetait sur eux des regards sombres. Depuis qu'il connaissait le résultat tragique de son entreprise, au sujet de son parent Jeannot, il était comme tourmenté de remords secrets.
mais trop fier pour reconnaître ses torts personnels, et n'osant s'en prendre au baron, cause première de l'accident. Il gardait une rancune mortelle à Martin, son voisin et son égal. Cette affaire, aussitôt après le départ des étrangers, devait être l'origine d'une querelle longue et acharnée, où les coutelières et les fusils joueraient sans doute un rôle sanglant. La salle principale de la métairie était déjà éclairée, bien qu'une lueur crépusculaire vînt encore du ciel. Devant le feu se chauffait le messager. Dans le grand lit, qui occupait un coin de la pièce, était couché le gris, empaqueté de linge et de compresses. La fermière et sa fille allaient et venaient autour du blessé. Une forte odeur médicinale annonçait que toutes les recettes de famille contre les contusions avaient déjà reçu leur emploi. La Roche-Boisseau marcha droit au messager, qui, en le voyant, s'était empressé de se lever, et qui lui remit ses dépêches. Il s'en saisit avidement, et se disposait à les lire, quand Legris, se soulevant sur le coude, lui demanda d'un ton lamentable: « Ah, cher baron, vous voilà donc, enfin. La bête du Gévaudan est-elle morte ?» Sans répondre, la Roche-Boisseau rompit l'enveloppe d'une de ses lettres. Tout à coup il poussa un cri de joie. « Victoire !» dit-il en agitant le papier qu'il tenait à la main. « Je n'osais plus espérer un pareil résultat. Félicitez-moi tous. Je suis dès à présent comte et seigneur de Varinas. » Les assistants le regardaient avec étonnement. « Que dites-vous, baron ?» demanda Legris. « Si cela était, je vous connais, vous m'abandonneriez sans pitié. » La Roche-Boisseau se tourna vers Léonce. « Vous demandiez des preuves, dit-il. Vous ne pouviez mieux tomber. Venez avec moi. » Il prit un flambeau sur la table et entraîna le neveu du prieur dans une petite pièce voisine, où il devait être à l'abri d'une importune curiosité. « Lisez, monsieur, » dit-il avec une joie méchante, en présentant à Léonce la lettre ouverte. Cette lettre, datée de Florac, était du père Legris, qui, nous le savons, agissait comme fondé de pouvoir de la Roche-Boisseau. Elle était ainsi conçue. « Monsieur le baron, votre affaire marche à souhait. Il n'est plus nécessaire que vous donniez la chasse par mots et par veau à ce Jeannot Grande-Dent, dont le témoignage, du reste, ne nous eût pas servi à grand-chose, vu son état notoire de folie. Les affirmations de Fargeau lui-même ne nous sont plus indispensables, car le prieur, notre adversaire le plus dangereux, a tout avoué devant sa grandeur, monseigneur l'évêque d'Alep. Ce fait est capital, et je ne pourrais croire que ce rusé Bonaventure eût laissé échapper un pareil aveu, si monseigneur, que je viens de voir pour vos intérêts, ne m'en avait lui-même donné la certitude. Vous devinez facilement sans doute, monsieur le baron, les conséquences de ce fait nouveau. L'évêque, convaincu de la culpabilité des moines de Frontenac, est tout disposé à vous restituer la terre de Varinas, aussitôt que j'aurai fourni les preuves que vous êtes le plus proche parent et l'héritier direct du feu comte et du petit vicomte. Je m'occupe de rechercher ces pièces, qui doivent se trouver dans vos papiers de famille, et je les produirai au plus tôt dans la forme légale. Cependant, votre présence ici nous serait bien nécessaire, et si vous pouviez nous donner quelques jours, je ne doute pas que vos intérêts ne s'en trouvassent à merveille. En attendant, l'évêque commissaire royal est toujours violemment irrité contre les moines de Frontenac, et il les mène à la verge de fer. Comme vous pouvez penser, on jase beaucoup dans le pays, mais on croit que pour l'honneur du clergé, on innocentera l'abbé et les pères. Tout le châtiment retombera sur le prieur, qui est, en effet, le plus coupable dans cette affaire, et il sera probablement enfermé sans bruit dans un de ces cachots souterrains, dont les couvents sont toujours pourvus, etc., etc. Le reste de la lettre se composait de détails déjà connus du lecteur,
et de recommandations pour le gris-fils. Qu'on juge de la douleur de Léonce, aucun doute n'était plus possible. Le prieur avait avoué son crime, et le prélat chargé de l'enquête était convaincu de sa culpabilité. Le pauvre enfant laissa échapper le fatal papier, et se cacha le visage en sanglotant. Cependant, le baron avait ouvert la dépêche de Mercoire, et l'avait parcourue avec rapidité. Sans doute, le contenu était d'une nature moins sérieuse, car la Rocheboisseau paraissait éprouver une vive hilarité, quand le transport de douleur que Léonce n'avait pu contenir vint distraire son attention. « Allons, courage, mon ami, reprit-il doucereusement. Être forcé d'haïr, de mépriser un homme qui vous a élevé, qui vous a inspiré tant d'affection et de respect, cela est cruel, j'en conviens. Cependant, ne vous désolez pas. Monseigneur d'Alep ne voudra pas pousser les choses trop loin. De mon côté, si je rentre bientôt en possession de mes biens de famille, je ne poursuivrai pas rigoureusement cette affaire. Elle est si ancienne déjà, que je pourrais entendre raison pour beaucoup de points. Et s'il faut le dire, monsieur Léonce, l'affection que vous m'inspirez me disposera beaucoup à la clémence. Ces consolations, à supposer qu'elles fussent sincères, produisirent sur Léonce un effet diamétralement opposé à celui que le baron semblait en attendre. « Et qu'importe le châtiment, reprit le neveu du prieur avec désespoir, c'est la faute seule qui m'occupe. Mais plus j'y songe, poursuivit-il en s'animant, plus il me semble que ce crime odieux, révoltant, épouvantable, est tout à fait impossible. Les apparences mentent, les preuves sont fausses, tout le monde se trompe. Il y a là-dessous un malentendu, un mystère qui s'expliquera plus tard. J'en ai la ferme confiance. Laissons ce sujet qui vous afflige, monsieur Léonce. Vous êtes libre de considérer comme des réalités les suppositions qui peuvent le plus vous être agréables. Pour vous distraire de ces idées, ne voulez-vous pas aussi jeter un coup d'œil sur cette lettre qui m'arrive de Mercoire? Elle est fort divertissante, je vous assure. De Mercoire? Répéta Léonce, qui avait oublié cette circonstance. Oui, lisez-la. Elle ne contient rien de ce que vous attendez, peut-être, mais elle vous égayera, je l'espère. Cette seconde dépêche était signée du chevalier de Magnac, et le style avait toute la roideur de ce grave personnage. « Monsieur le baron, écrivait l'écuyer d'honneur de Christine de Barjac, il m'est revenu que vous aviez pris récemment à votre service un ancien garde de la châtellenie de Mercoire, appelé Fargeau. Or, comme vous n'avez pas jugé à propos dans cette affaire de demander l'agrément et le congé de ma noble maîtresse, haute et puissante demoiselle Christine de Barjac, comtesse de Mercoire et autres lieux, je soutiens, moi, Antoine Léonard, chevalier de Magnac, écuyer d'honneur de la dite demoiselle, que vous n'avez pas agi en vrai gentilhomme. Si vous étiez d'un avis différent, monsieur le baron, je vous prierais de m'assigner le plus tôt possible un lieu de rendez-vous où je m'empresserai d'aller vous joindre avec un ami discret, et nous terminerions cette contestation comme il convient entre gens de qualité. Vous pourriez croire que le motif de cette querelle est un peu futile, et qu'en vous demandant la faveur d'un rendez-vous, j'ai souvenir de certains torts plus anciens et plus graves. Il n'en est rien, monsieur le baron. Dans votre trop court séjour au château de Mercoire, vous n'avez eu garde de manquer au devoir que vous imposait l'hospitalité. Et si de sottes gens osaient avancer le contraire, je pense que, comme moi, monsieur le baron, vous seriez tout prêt à leur imposer silence de la bonne façon. Dans l'espoir d'une prompte réponse, je suis monsieur le baron, etc. Antoine, chevalier de Magnac. Cette épître singulière, émaillée de nombreuses fautes d'orthographe, se terminait par un post-scriptum ainsi conçu. On m'assure
que vous auriez été aidé dans ce détournement incivil d'un serviteur de Mercoire par un sieur Legris, soi-disant votre ami. Comme il n'est pas besoin de prendre tant de ménagement avec une pareille espèce, je vous prie, monsieur le baron, de vouloir bien dire au sieur Legris que je le bastonnerai partout où je le trouverai. Après avoir lu cette lettre, Léonce demeurait pensif. Que dites-vous du cartel de cet original demanda la Rocheboisseau, en riant aux éclats. Vit-on jamais plus plaisante chose? Le chevalier ne parle pas de Christine, murmura Léonce distraitement. Mais aussitôt, honteux d'avoir exprimé tout haut sa pensée, il reprit avec effort. Eh bien, monsieur, avez-vous l'intention de répondre à l'appel de monsieur de Magnac? Moi? Fi donc, me battre avec ce bouffon lugubre, avec cet imbécile redresseur de tort? Je serais aussi ridicule que lui. D'ailleurs, j'ai bien d'autres affaires. Je vais partir demain matin pour Florac. Je me trouve ainsi forcé d'abandonner dans cette maison ce pauvre Legris, en attendant qu'il soit bastonné par notre valeureux chevalier. Eh bien, et vous, monsieur Léonce, poursuivit-il, ne comptez-vous pas aussi vous rendre à Frontenac? Nous pourrions voyager de compagnie. Malgré la bienveillance apparente du baron, Léonce venait enfin de s'apercevoir que depuis qu'ils se trouvaient ensemble, chaque minute lui avait apporté une nouvelle torture. Il se leva brusquement. « Je ne sais encore ce que je ferai, » dit-il d'un air égaré. « J'ai des raisons de penser que mon pauvre oncle, en m'éloignant avec tant de précipitation, voulait surtout me cacher sa profonde humiliation, et peut-être ma présence accroîtrait-elle ses peines. Merci donc de vos offres, monsieur le baron. Je ne les accepte pas. Nous devons maintenant nous séparer, et pour longtemps sans doute, car nos voix ne sauraient être les mêmes. »« Comme vous voudrez, » répliqua la Rocheboisseau, avec un sourire moqueur, en se levant à son tour. « Je vois, monsieur Léonce, que certaines récompenses promises à l'heureux chasseur qui tuera la bête du Gévaudan vous occupent plus encore que le sort de votre oncle bien-aimé. Allez donc, et bon courage, mais n'espérez pas trop que nous ne nous rencontrions plus, malgré la différence de nos voix. J'imagine au contraire que vous me trouverez encore sur votre chemin. Adieu. » Ils échangèrent un salut, ironique d'une part, glacial de l'autre, et Léonce sortit. Peu de minutes après, on l'entendit s'éloigner de la métairie avec ses gens. Fin de la section 22, lue par Margot.